notre cerveau, c'est lui qui va déterminer le filtre qu'on pose sur la réalité. La construction de notre réalité passe par le cerveau. Si j'ai un cerveau dénutri, c'est comme sortir en t-shirt en hiver. Je vais être vulnérable en fait au stress, à l'anxiété, au trouble du sommeil, au trouble de l'attention. Et ça peut complètement changer mon rapport à la réalité. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver et nous allons parler de psychonutrition aujourd'hui avec mon invité, le docteur Guillaume Font. Bonjour et bienvenue, doc. Bonjour. Vous êtes psychiatre, docteur en biologie cellulaire et moléculaire, chercheur en psychonutrition et fondateur de Origin Care. C'est ça. Shkoun Origin Care. C'est quoi Origin Care ? Origin Care, c'est une solution de psychonutrition, parce qu'on me disait c'est bien les conférences et les livres, mais vous proposez pas de solution derrière, donc j'ai décidé de passer à l'action. Et donc je propose des solutions basées sur les nutriments dont on va parler, les nutriments essentiels pour nourrir le cerveau. Bon, on a du temps, on va expliquer aux gens. Vous publiez Bien nourrir son cerveau chez Odile Jacob, le fruit de vos recherches. De quoi notre cerveau a-t-il besoin et comment le nourrir ? Ce sont les questions auxquelles vous répondez dans votre livre et vous illustrez vos propos de résultats d'études scientifiques. Ça, c'était important parce que c'est vrai que la communauté scientifique n'est pas toujours convaincue par les compléments alimentaires. Dans ce livre, en fait, moi, je me suis focalisé sur le plus haut niveau de preuves scientifiques, c'est-à-dire les méta-analyses et les essais contrôlés randomisés contre placebo. Donc, on ne peut pas trouver mieux en termes de niveau de preuves scientifiques. Vous avez pu déterminer, écrivez-vous, une formule unique qui permet de couvrir les besoins de 97,5% de nos cerveaux. C'est quoi cette formule unique ? En fait, je me suis basé sur les rapports de l'ANSES qui nous montrent en fait que dans notre alimentation, on a beaucoup de nutriments qui sont insuffisants, même si on essaye de bien manger. En fait, il y a déjà la question de qu'est-ce qu'on met dans son assiette, c'est la base de tout. Et après, il y a 80% des personnes qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs de nutrition et qui manquent de nutriments essentiels pour nourrir leur cerveau. C'est-à-dire que même si on mange bio, qu'on respecte tout, qu'on fait tout bien, eh bien, il y a encore des nutriments qui manquent, et notamment les oméga 3 et la vitamine D, deux nutriments essentiels pour le fonctionnement du cerveau. La vitamine D3. Exactement, donc une forme de vitamine D très importante parce qu'en fait ça va moduler notre système immunitaire, mais aussi ça va se fixer à des récepteurs. Maintenant, depuis 15 ans, on sait qu'il y a des récepteurs à la vitamine D dans le cerveau et beaucoup de personnes l'ignorent, y compris beaucoup de médecins. Alors peu de gens pensent à nourrir leur cerveau. Ça, j'avoue qu'on n'y pense pas beaucoup. On n'y pense pas tous les jours en se levant le matin, on se dit pas tiens, je vais nourrir mon cerveau. Ou alors les gens se disent je vais nourrir mon cerveau, je vais lire un livre. C'est ça. Alors moi je lisais un livre très intéressant sur le jeûne et notamment sur les effets du jeûne sur le cerveau. Tout à fait. Et ça boostait le cerveau quand même, alors qu'il est privé de nourriture. En fait, quand le cerveau est privé de nourriture, normalement, il fonctionne avec le glucose, donc avec du sucre, mais en fait, il a un mécanisme d'adaptation, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on tomberait dans les pommes dès qu'on n'a plus de sucre pour alimenter le cerveau. Et donc, en fait, c'est très thérapeutique. Moi, je suis rentré dans la psychonutrition par la question du jeûne, puisqu'en fait, je voyais chez les collègues allemands qu'ils avaient des résultats très marqués dès 48 heures, en fait, après l'instauration d'un jeûne thérapeutique. Donc, c'est vraiment une forme particulière de jeûne. Ça a amélioré l'anxiété et la dépression très rapidement chez ces patients. Alors, pourquoi les collègues allemands ? C'est parce qu'en France, le jeûne thérapeutique n'est pas autorisé. Alors, il est autorisé, en fait, c'est juste qu'il n'est pas pratiqué, encadré médicalement. Voilà. En fait, il n'y a que des cliniques en Allemagne qui font du jeûne thérapeutique. Alors, le cerveau est un organe gras. C'est l'organe le plus gras après la graisse. Après la graisse, Et qui aime le gras. Et donc, il faut des bonnes graisses pour le nourrir, pas n'importe quel gras. Qu'est-ce que ça veut dire que le cerveau est gras ? En fait, la paroi de nos neurones est entourée de gaines de myéline, donc c'est très gras. Et en fait, la moitié de ces acides gras, c'est du DHA. C'est un type d'oméga 3 très particulier qu'on ne trouve que dans les poissons gras, dans notre alimentation en France. Et on le trouve aussi dans les algues. C'est pour ça que le Japon, par exemple, est un pays qui a de très bons taux de DHA dans le cerveau et dans aussi le lait maternel, parce que le nourrisson va avoir besoin de beaucoup de DHA pour le développement de son cerveau. Et c'est comme ça qu'on sait que les Français manquent d'oméga 3 et en particulier de DHA. C'est quoi la différence entre la DHA et la DHEA ? Alors en fait, la DHEA, donc c'est une hormone qui a été très plébiscitée dans les années 2000, c'est ça, à une époque présentée comme une hormone anti-âge, alors que le DHA, c'est un oméga 3 essentiel qui va nourrir les parois des neurones de notre cerveau et dont on manque dans l'alimentation. Donc rien à voir. Rien à voir.
3 articles scientifiques ont récemment changé le visage de la psychonutrition dans le monde scientifique. Qu'est-ce qu'ils disent ces articles ? Ces articles, ils disent qu'on peut, avec l'administration de nutriments très concentrés, améliorer des pathologies mentales comme la dépression par exemple. Et pas que. Et donc, ils disent que depuis 2022, en fait, c'est établi que les oméga 3, la vitamine D, le méthylfolate, donc la B9 active, et le zinc, les probiotiques, améliorent la dépression. Donc ça, c'est un des articles. Ça, c'est les recommandations internationales qui ont été publiées en 2022. En fait, elles font suite au premier article de 2019 qui était une grande méta-analyse publiée dans World Psychiatry, la meilleure revue mondiale de psychiatrie, qui prouvait l'efficacité de ces nutriments. Mais après, il fallait encore des recommandations. Et le troisième, c'est un article pour la schizophrénie, qui est une pathologie mentale très sévère et qui confirme l'efficacité de nutriments aussi dans la schizophrénie. Et là maintenant, on complémente en nutriments avec les médicaments. Maintenant, en fait, ce sont les recommandations, c'est ça ? C'est ça. En fait, les recommandations indiquent que des médicaments psychotropes, comme par exemple les antidépresseurs ou les antipsychotiques, peuvent moduler le métabolisme des glucides et des lipides, donc des sucres et des graisses, et que ces nutriments pourraient améliorer aussi les personnes qui prennent ces médicaments. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la psychonutrition ? Parce que moi, je connaissais pas. La psychonutrition, c'est l'influence de l'alimentation et donc des nutriments sur la santé mentale, stress, anxiété, dépression, déclin cognitif, troubles de l'attention, troubles du sommeil. Donc là, c'est vrai qu'on en parle plus maintenant d'ailleurs entre le lien entre l'intestin et le cerveau. Oui, justement, en fait, une partie des personnes limite en fait la psychonutrition à l'influence qui est déjà considérable comme champ de recherche du microbiote intestinal, donc ce qu'on appelle le deuxième cerveau sur notre premier cerveau. Mais plus largement, en fait, la psychonutrition, c'est aussi l'influence de tous les nutriments qui sont dans notre alimentation sur le fonctionnement de notre cerveau. Qu'est-ce que vous appelez les nutraceutiques ? En fait, les nutraceutiques, c'est ces fameux nutriments très concentrés, donc qu'on va trouver donc sous forme souvent encapsulée, par exemple en gélule, mais ça peut être en gouttes aussi pour la vitamine D, par exemple, et qui vont avoir une action thérapeutique à forte dose. Alors, vous commencez votre livre par un chiffre, 80% de la population a un cerveau dénutri. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 80% de la population a un cerveau dénutri, et comment est-ce qu'on calcule ce chiffre ? En fait, moi, j'ai été vraiment perplexe quand j'ai vu les données. Au début, je me suis posé la question, quels sont les chiffres des oméga 3 en fait, pour savoir combien de personnes manquaient d'oméga 3. Et c'est là que j'ai trouvé les études de cardiologie, d'épidémiologie, parce que les cardiologues s'intéressent beaucoup aux oméga 3, ça se dose dans le sang, et en fait les chiffres sont vraiment édifiants. En fait, 80% de la population mondiale manque d'oméga 3, et ça vient du fait qu'on ne consomme pas assez de poissons gras, et le poisson gras en plus pose une vraie question, parce que maintenant il est de plus en plus contaminé en fait avec les PFAS, avec les microplastiques, avec le cadmium et le méthylmercure, et donc c'est plus sûr qu'il soit recommandé de consommer du poisson gras pour entretenir son cerveau. Mais pourquoi vous êtes parti des oméga 3 ? Pourquoi cette obsession de l'oméga 3 ? Alors l'obsession, elle vient pas de moi en fait, j'ai été guidé par les données scientifiques, parce qu'on savait déjà les chiffres pour la vitamine D. L'ANSES avait déjà fait des rapports en 2012, 2015, 2021 qui rapportaient en fait l'insuffisance en vitamine D comme la première des insuffisances dans l'alimentation, malgré les produits laitiers enrichis en vitamine D. Et concernant les oméga 3, en fait, c'est en partant du constat que les oméga 3 étaient efficaces dans le traitement de la dépression, c'est les nutriments qui ont le meilleur niveau de preuve dans la dépression, que je me suis posé la question, en fait, quelle est, comme la dépression est extrêmement prévalente en France, c'est 1 Français sur 5 qui fera une dépression au cours de sa vie, donc c'est considérable, ça peut tomber sur n'importe qui, personne n'est protégé. Et une des explications, c'est qu'on manque tous d'oméga 3 dans nos cerveaux. Alors, quels sont les produits, on va dire, alimentaires dans lesquels on retrouve des oméga 3 ? Alors, c'est les petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, harengs, anchois, qui sont le plus riches en oméga 3. Il faut faire attention parce que les personnes disent je mange du saumon, du thon, donc je mange du poisson gras. En fait, s'ils sont congelés, il n'y a plus d'oméga 3 dedans. Ah bon ? Et en plus de ça, ils sont très riches en contaminants. En fait, il y a eu récemment le scandale du thon. Et maintenant, le saumon aussi est mis en avant comme poisson contaminé, parce que plus de la moitié du poisson qu'on consomme est du poisson d'élevage. Et les poissons d'élevage sont plus exposés encore aux contaminants que les poissons sauvages. Les poissons sauvages ont un vrai problème de microplastique aussi.
Maintenant, on a retrouvé des microplastiques dans des pénis humains, donc ce qui veut dire que les êtres humains commencent à être contaminés par les microplastiques. Et donc, c'est un vrai problème de santé publique. Et maintenant, la solution, en fait, ce serait d'aller à l'algue, en fait, dont se nourrissent les poissons. Donc, il y a de l'huile d'algue qui existe. En fait, on peut cultiver ces algues, et ce serait la solution, en fait, pour régler le problème du DHA dans l'alimentation. D'accord, mais à part le poisson gras, où on trouve des oméga 3 où Eh ben, le DHA, on le trouve nulle part ailleurs. C'est bien ça le problème. C'est pour ça que je parle de l'huile d'algue. C'est-à-dire qu'on parle pas de tous les oméga 3. On parle pas de tous les oméga 3. L'erreur, c'est de dire je prends de l'huile de lin, de l'huile de colza, je mange des graines de chat, donc j'ai des oméga 3 ou du beurre ou de la margarine enrichie en oméga 3. Et quand on regarde les étiquettes, en fait, c'est pas les bons oméga 3. C'est là et là, qui est un oméga 3 végétal, qui est important aussi, mais qui ne se convertit qu'à hauteur de 1% maximum en DHA. Donc c'est largement insuffisant pour avoir les apports. Le DHA est un oméga 3 essentiel, c'est le fluidifiant de nos neurones. Exactement, en fait. C'est, contrairement aux mauvaises graisses qui vont encrasser le cerveau et aux oméga 6 qui sont plutôt pro-inflammatoires et qui rentrent en compétition avec les oméga 3, en fait, c'est vraiment le DHA et l'EPA qui sont les deux oméga 3 essentiels pour notre cerveau. EPA et DHA, voilà. D'accord, c'est les deux... EPA et DHA. C'est les deux amis de notre cerveau. Exactement. Voilà, on s'occupe de votre cerveau ce matin et de bien le nourrir avec mon invité, le docteur Guillaume Font. Je rappelle que vous êtes psychiatre, docteur en biologie cellulaire et moléculaire et chercheur en psychonutrition, et que vous publiez Bien nourrir son cerveau chez Odile Jacob. À quoi ça sert de bien nourrir son cerveau d'ailleurs ? En fait, c'est fondamental parce qu'on prend soin de nos muscles, de notre silhouette, de notre peau, de nos cheveux. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait pour prendre soin de notre cerveau, qui est l'organe le plus essentiel ? Notre cerveau, c'est lui qui va déterminer le filtre qu'on pose sur la réalité. Tout passe par notre cerveau en fait. La construction de notre réalité passe par le cerveau. Si j'ai un cerveau dénutri, c'est comme sortir en t-shirt en hiver. Je vais être vulnérable en fait au stress, à l'anxiété, aux troubles du sommeil, aux troubles de l'attention. Et ça peut complètement changer mon rapport à la réalité. Et aux maladies mentales, en fait. Oui, parce que tout ça fait le lit de maladies comme la dépression, les troubles anxieux, les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant et le déclin cognitif chez les personnes âgées aussi. Alors, le cerveau a besoin d'oméga 3 et surtout de 2 oméga 3. Vous étiez en train de nous parler tout à l'heure de la DHA. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de la qualité d'ailleurs des produits qu'on prend, par exemple des oméga 3 ? En fait, le meilleur moyen, c'est pour ça que je promeux vraiment l'huile d'algue, parce que c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a pas de contaminants, en fait, parce que les algues sont élevées en fait de façon protégée, à l'abri notamment de l'oxydation de la lumière, parce que les oméga 3, ça peut s'oxyder. Il y a ce qu'on appelle l'indice TOTOX, qui permet d'être un marqueur de qualité de ces oméga 3. Et par contre, l'huile de poisson a plusieurs inconvénients, et notamment, il y a des formes d'oméga 3 qui peuvent, à forte dose, poser des problèmes en cardiologie. Donc, il faut faire vraiment attention aux doses d'oméga 3 et aux formes. Et l'huile de poisson peut être allergène aussi. En fait, ça compte parmi les allergènes les plus fréquents. Donc, il n'y a pas tous ces problèmes-là avec l'huile d'algue. La DHA peut-il être fournie par des oméga 3 végétaux ? Alors, le DHA, moins de 1% dans les oméga 3 végétaux qu'on trouve dans les noix de Grenoble, par exemple, qui sont riches en ALA, et il se convertit à 20% en EPA. C'est pour ça qu'entre les deux, c'est le DHA qui est le plus important des deux. Et on ne peut pas le trouver ailleurs que dans les algues et les poissons gras. Donc, c'est ça le problème de l'équation de l'alimentation. Alors, il y a d'autres oméga qui s'affrontent, ce sont les oméga 6, et pourtant on n'est pas du tout carencé en oméga 6. Ah non, on en a beaucoup trop en fait. Le rapport il devrait être de 4 pour 1, 4 oméga 6 pour un oméga 3, et dans notre alimentation il est de 20, donc en fait il y en a 5 fois trop. Les oméga 6 on les trouve surtout dans les produits ultra transformés, parce qu'il y a beaucoup d'huile de tournesol par exemple qui est utilisée dans les produits ultra transformés, ces produits où on ne reconnaît pas les aliments d'origine, où il y a plus de 5 ingrédients, où il y a beaucoup d'additifs, de conservateurs, et donc pour des raisons économiques en fait c'est l'huile de tournesol qui est utilisée, mais c'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus de produits qui utilisent l'huile de colza qui contient finalement plus d'oméga 3 et donc qui peut être plus intéressante. Et les oméga 6, il y en a d'autres ? Donc il y en a beaucoup dans la viande, dans la peau du poulet par exemple, le jus de poulet. Donc il y en a aussi ça, c'est bon, ça. Dans la farine de soja. Donc c'est pour ça, oui, les oméga 6, ça peut faire plaisir à nos papilles. Ah ouais. Donc il faut faire attention en fait à bien jauger ces oméga 6. Oui, ça fait plaisir à nos papilles, mais pas à notre cerveau. Exactement. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Parce que ça va prendre la compétition avec les oméga 3. Alors, autre ami de notre cerveau, on a commencé à en parler tout à l'heure, la fameuse vitamine D3.
Alors pourquoi il y a plusieurs familles de Il y a la D2 et la D3. Donc D'accord. la D2 c'est végétal et la D3 en fait c'est pour le règne animal, mais on peut l'avoir en étant vegan par exemple, on peut la trouver dans le lichen. Donc il existe de la vitamine D3 d'origine végétale. Alors c'est une hormone stéroïdienne. C'est pas une vitamine en fait. Ben ça change complètement la représentation, parce que quand je parle de vitamine ou quand je parle d'hormones stéroïdiennes, il n'y a pas le même imaginaire qui s'active en fait. Mais pourquoi on appelle ça vitamine D3 ? Ben en fait, elle a été découverte comme essentielle, au même titre, le mot vitamine, ça vient de vie en fait, donc elle a été classée dans les vitamines, mais c'est bien après en fait qu'on a compris ces mécanismes d'action, et en fait c'est une hormone donc dérivée du cholestérol dans notre corps, très importante, qui va avoir beaucoup de fonctions de modulation de l'immunité et aussi d'activation dans le cerveau de récepteurs à la vitamine D, qui sont notamment dans les zones de la mémoire et des émotions. Donc maintenant on a vraiment des mécanismes très précis d'explication de son action sur le cerveau. D'accord. Et de quelle dose notre cerveau a-t-il besoin ? Alors là, c'est l'ANSES qui le dit, donc les apports alimentaires, ils sont très insuffisants. Les femmes en moyenne ont 3 microgrammes par jour, les hommes 5, ce qui veut dire en moyenne que la moitié des gens ont moins que ça, alors qu'il en faudrait 15 microgrammes par jour. Moi, vous savez, comme vous me parlez de microgrammes, je comprends même pas à quoi ça correspond. Il y a les UI aussi, donc les unités. Donc les personnes qui se posent la question des supplémentations connaissent bien les unités, c'est 600 unités par jour. Ça sert surtout en fait pour les médecins en fait à recommander des apports, parce que dans l'alimentation, c'est très difficile d'atteindre ces doses-là. Donc souvent, ça passe par la supplémentation. Parce que la vitamine D, on l'a comment en gros ? En fait, on l'a par l'alimentation et elle est insuffisante, et par le soleil. Et le soleil, il est insuffisant la majeure partie de l'année. C'est vraiment en juillet, août, quand on est exposé. En fait, il faut vraiment bronzer pour synthétiser de la vitamine D. Donc si on met de l'écran total, ça marche pas non plus. Il faut être exposé sur une partie significative du corps, c'est-à-dire le torse notamment. Donc ça suffit pas d'exposer son visage et les avant-bras. Ça suffira pas pour avoir le taux de vitamine D suffisant. Ça marche pas. Non. Même si on est en vélo au soleil, ça marche pas. Et non, malheureusement. Alors, faut-il doser la vitamine D pour une supplémentation ? Non, en fait, ça c'est la caisse d'assurance maladie qui le rappelle. Maintenant, ça a été déremboursé depuis plus d'une quinzaine d'années, parce qu'il y avait trop de dosage, et à juste titre, parce qu'il y a beaucoup d'insuffisance et de carence. Donc maintenant, la recommandation, c'est de ne pas doser et de directement supplémenter. D'accord, et on risque pas une surdose ? Avec 15 microgrammes, non. En fait, la limite supérieure de sécurité, elle est à 100 microgrammes, donc largement au-dessus. Et en plus, quand on parle de limite supérieure de sécurité, c'est 2,5 fois moins que le premier cas de surdose rapporté. Et ça, c'est important de le dire, parce que c'est une des grosses craintes en fait des personnes, c'est la question de la surdose pour la vitamine D. À 15 microgrammes, il n'y a pas de risque. Et vaut-il mieux prendre une supplémentation en vitamine D quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle ? Alors en fait, il faut regarder si on est capable d'instaurer une routine. Si on est capable de le prendre tous les jours, c'est mieux de le prendre tous les jours. Après, il y a des personnes pour qui c'est impossible d'arriver à instaurer une routine, qui n'arrivent pas à ne pas oublier en fait. Donc dans ce cas-là, c'est possible de prendre des supplémentations mensuelles, mais elles sont plus dosées et donc il faut faire plus attention. Et sous quelle forme vous préconisez, vous, alors Moi, je préfère gouttes, en poudre. C'est pareil en gouttes et en comprimés quotidiens. C'est plus la fréquence qui compte. Est-ce que je prends une dose quotidienne ou une ampoule hebdomadaire ou mensuelle ? Enfin, c'est plus fréquent de le prendre en mensuel. Il y a des personnes qui préfèrent prendre leur ampoule et dire je suis tranquille pour un mois. Mais en fait, il y a un sujet autour de l'absorption. Il y a des personnes qui absorbent moins bien cette forme de vitamine D. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux prendre en quotidien. D'accord. Alors, un nom barbare, hein, moi je préfère dire vitamine B. La B9. La B9. Voilà, méthylfolate. Comment vous dites ? Méthylfolate, MTHF, c'est plus simple, MTHF. En fait, c'est barbare, mais c'est indispensable parce que la vitamine B9, en fait, si elle n'est pas dans sa forme active, elle n'est pas absorbée par le cerveau. Et on a besoin d'une enzyme pour la convertir. Et il y a 35% des Français qui ont une enzyme déficiente. C'est génétique, c'est comme ça. Ça varie d'un pays à l'autre. En Sicile, c'est 47%. Et donc, en fait, quand on a cette version du gène qui nous a été donnée par l'un de nos deux parents ou par les deux, en fait, l'activité de cette enzyme, elle diminue. Et donc, on manque, même si on a le bon apport alimentaire, on manque de méthylfolate dans le cerveau, et c'est indispensable à la synthèse d'une hormone très connue qui est la sérotonine. On parle de l'hormone du bonheur. C'est un peu raccourci, mais en gros, ça agit sur l'humeur, sur l'impulsivité, sur l'appétit et sur le sommeil, puisque c'est le précurseur de la mélatonine. Donc c'est capital. Et quelle forme de vitamine B9 utiliser alors ?
Donc le méthylfolate, c'est la seule forme qui est recommandée en santé mentale parce que c'est la forme qui va être absorbée par tout le monde en fait. Donc alors que les femmes enceintes actuellement, elles sont supplémentées en vitamine B9 inactive, l'acide folique, mais ça ne règle pas le problème des personnes qui ont une mauvaise absorption. Donc la forme MTHF qui est de plus en plus fréquente dans les supplémentations. D'accord. Toujours dans la famille des B, alors il y a les vitamines B6 et B12. Oui, en fait, c'est le trio qui, avec la vitamine B9, protège le cerveau du déclin cognitif. Il y a plusieurs méta-analyses, donc le niveau supérieur de preuves scientifiques, qui ont montré en fait que quand elles étaient prises pendant plusieurs années, ça a protégé le cerveau de l'atrophie et donc du vieillissement accéléré. Vous évoquez le zinc dans votre livre, mais le zinc, il est présent partout dans l'alimentation. Comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui qu'on soit carencé en zinc? Alors en fait, c'est pas tant une histoire de carence, c'est que contrairement au fer, on peut pas faire de stock de zinc. Donc oui, on a du zinc dans l'alimentation, mais il y a plusieurs choses qui font que le zinc disponible diminue. Une des explications, en fait, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des chélateurs de zinc. Donc, en fait, c'est des molécules qui maintiennent le zinc dans l'intestin. C'est ce qu'on appelle les phytates. Et ça, on le trouve dans les céréales complètes et les légumineuses, qui sont par ailleurs de bons aliments recommandés parce que riches en protéines végétales. Donc, les personnes qui consomment beaucoup, par exemple, de pois chiches, de haricots secs, vont avoir des niveaux d'absorption de zinc plus faible. Les femmes ont plus de besoins que les hommes en zinc, donc 2 fois plus que les hommes. Et donc c'est pour ça que la supplémentation est souvent indiquée, parce qu'il n'y a pas de stock de zinc dans le corps, contrairement au fer. On ne peut pas stocker le zinc? Non, il n'y a pas de... Par exemple, pour le fer, c'est la ferritine qui est la protéine qui marque le stock de fer. C'est pour ça aussi que le dosage du zinc dans le sang n'est pas suffisant et pas recommandé, parce que ça ne dit pas ce qu'il y a concrètement dans le cerveau. Et le zinc est consommé quand on est en état d'infection. Par exemple, si on fait une grippe ou un Covid, par exemple, ça va consommer en fait le zinc pour le système immunitaire qui ne va pas être utilisé pour le cerveau. D'accord. D'ailleurs, on a parlé beaucoup du zinc pendant le Covid d'ailleurs. Tout à fait, à juste titre. Et le zinc aide à combattre les symptômes dépressifs. Exactement, en fait, il est démontré maintenant que supplémenter en zinc, alors dans les études c'est des fortes doses mais sur des courtes durées, et les diabétologues utilisent beaucoup le zinc parce que ça stimule le pancréas, ça régule le glucose, et donc la question qui se pose actuellement c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre des petites doses tous les jours et toute l'année plutôt que des grosses doses en cure? Ce serait plus efficace et plus sûr aussi, parce que les surdoses ça peut être dangereux, il faut faire attention. Alors c'est une question, et vous, qu'est-ce que vous préconisez? Moi je préconise plutôt la deuxième option, parce que logiquement le cerveau ne peut pas faire de stock et il n'y a pas de raison d'attendre 3 mois par an pour prendre de fortes doses de zinc, surtout qu'il n'y a pas de stock possible, et en plus ça expose à des risques. En fait, un surdosage de zinc ça peut être dangereux, donc il faut vraiment toujours le faire accompagné d'un suivi médical, et alors que de faibles doses, par exemple entre 5 et 10 mg par jour, ça c'est vraiment ce qui pourrait aider notre cerveau le plus efficacement. Bien nourrir son cerveau, c'est notre sujet ce matin avec le docteur Guillaume Font, qui publie justement un livre qui porte ce titre, Bien nourrir son cerveau, chez Odile Jacob. Tous les organes ne vieillissent pas à la même vitesse. Qu'est-ce qui fait vieillir notre cerveau? En fait, il y a plusieurs facteurs qui accélèrent le vieillissement de notre cerveau. Le premier, bien sûr, c'est l'alimentation. Avoir une alimentation ultra transformée, en fait, va attaquer le microbiote de l'intestin et en cascade créer de l'inflammation dans le corps. Et ça va accélérer le déclin de notre cerveau, avec le stress oxydatif aussi très important, donc ce qu'on appelle des radicaux libres qui attaquent toutes les protéines, toutes les structures, toutes les cellules en fait, et accélèrent la dégradation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos organes vieillissent pas à la même vitesse. En fait, il y a des organes qui vieillissent plus vite que d'autres, et le cerveau, comme il est très graisseux, il va aussi stocker beaucoup plus de métaux lourds en fait, et ça va accélérer aussi le déclin du cerveau. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Il y a aussi le manque d'activité physique, la sédentarité, le manque de connexion sociale, le manque de luminosité. Il y a plein de facteurs qui peuvent accélérer le vieillissement de notre cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est que les nutriments peuvent aider à contrecarrer certains de ces mécanismes, notamment par rapport aux dommages causés à l'ADN, en fait, en modifiant ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la façon dont le gène s'exprime. Alors, quels sont les meilleurs moyens de prévenir les démences? Ça fait peur aux gens, de toute façon, ça. Oui, en fait, il y a plusieurs causes pour les démences, mais une partie de ces démences provient d'une accumulation d'un acide aminé qui s'appelle l'homocystéine et qui peut se doser. Donc sur ces démences-là, c'est à peu près 1/3 des cas de démence qui
pourrait être prévenu si on arrivait suffisamment tôt et qu'on faisait baisser cet acide aminé toxique. Et pour ça, il faudrait le doser à quel moment? Alors 10 ans avant, 15 ans avant? On estime que quand les premiers symptômes de la maladie arrivent, ça veut dire que le capital cognitif a été attaqué, qu'il y a déjà une quinzaine d'années d'évolution de la maladie. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ce qu'on appelle le déclin cognitif léger, qui est le stade qui précède la démence, pour arriver plus tôt. Et que chez ces personnes-là, mais même chez les personnes qui n'ont pas de symptômes, en fait, on peut prévenir le déclin cognitif. Et les oméga 3, la vitamine B9, B6, B12 ont montré une efficacité dans la prévention de ce déclin cognitif. Quels sont les nutriments qui améliorent la mémoire des personnes âgées? En fait, moi j'aime beaucoup la théanine, en fait, qui est un nutriment qu'on trouve dans le thé vert. C'est un acide aminé qui va... C'est votre acide aminé préféré. Exactement. Écrivez-vous. En fait, il a tellement de vertus, il a montré tellement d'efficacité dans 31 essais contrôlés randomisés contre placebo, donc c'est énorme, et dans des situations extrêmement diverses, comme les étudiants placés en conditions de stress au Japon, comme les personnes âgées qui ont des troubles du sommeil. Donc ça favorise le sommeil naturel, ça favorise la relaxation tout en améliorant l'attention. Donc ça induit du calme stable, ça diminue la somnolence, ça diminue les ruminations. Donc ça a vraiment beaucoup de vertus et très très peu d'effets indésirables par rapport aux médicaments. Comment vous l'appelez? La L-théanine, donc à ne pas confondre avec la théine. La théine, c'est la caféine qu'on trouve dans le thé. La théanine, c'est un acide aminé qui a des propriétés assez extraordinaires. Et qu'on retrouve dans le thé vert. Exactement, dans certains thés verts, le matcha et le gyokuro. Et par contre, il faut, pour avoir les doses qui ont montré une efficacité en santé mentale, il faudrait une dose entre 2,5 et 8 tasses de thé par jour. Or, il n'est pas recommandé de consommer plus de 4 tasses de thé vert à cause de risques liés en fait à d'autres substances qu'on trouve dans le thé vert, notamment. Ah oui, alors, si on a le thermos toute la journée de thé vert, c'est pas une... Il faut faire attention parce qu'en plus, ça diminue l'absorption du fer, ce qui peut poser un problème chez les personnes qui absorbent mal le fer et notamment chez les femmes qui ont souvent des besoins en fer plus importants. Quels sont les nutriments justement qui aident contre la dépression du sujet âgé? En fait, donc, les oméga 3 arrivent en priorité. C'est ceux qui ont montré le plus haut niveau d'efficacité dans la démence et dans le déclin cognitif d'une façon générale. Les vitamines combinées B9, B6, B12, parce qu'elles ont une action vraiment combinée en fait, sur ce qu'on appelle le cycle A1 carbone dans le cerveau. Et puis, il y a d'autres nutriments probablement qui sont en cours d'études, comme par exemple la vitamine D, tout simplement, qui peut améliorer aussi certaines situations chez les sujets âgés. Et il faut aussi parler des probiotiques, très importants, parce qu'à partir de 60 ans, on a une diminution de la quantité de bactéries dans l'intestin, ce qui explique aussi des problèmes d'absorption de nutriments dont on a parlé, et que donc peut-être qu'améliorer le microbiote, il y a déjà des mécanismes qui démontrent que rajouter des probiotiques en fait en supplémentation améliore les fonctions cognitives à tous les âges, et y compris chez les personnes âgées. Le tryptophane? Le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine qui elle-même est un précurseur de la mélatonine. Donc il est intéressant pour diminuer les réveils nocturnes qui sont de plus en plus fréquents avec l'âge, à des doses de plus d'1 gramme en complément alimentaire, parce que par contre le tryptophane de l'alimentation n'a pas montré d'efficacité. Donc ça sert à rien de manger de la dinde, des raisins rouges ou des bananes parce que c'est riche en tryptophane, parce qu'en fait il y a d'autres acides aminés dans ces aliments qui vont rentrer en compétition et le cerveau ne va pas absorber plus de tryptophane. Donc finalement, ça sert à rien de manger des aliments riches en tryptophane. Il vaut mieux prendre c'est ça, un comprimé de plus d'1 gramme de tryptophane 1 heure avant le coucher, c'est ce qui est le plus efficace. Est-ce qu'il y a des risques d'interaction entre le tryptophane par exemple et les antidépresseurs? Exactement, en fait c'est pour ça qu'il faut faire très attention, toujours en parler à son médecin si on prend des médicaments pour vérifier qu'il n'y a pas d'interaction. Alors c'est pas souvent des interactions très graves, mais ça peut être des effets indésirables quand même assez gênants, donc il faut toujours en parler à son médecin. Quels sont les nutriments qui fonctionnent contre l'anxiété? Ça va intéresser beaucoup de gens. Alors, il y a les oméga 3 qui ont montré une efficacité sur l'anxiété. La théanine aussi a montré un effet de relaxation, diminution des ruminations. Donc, il y a beaucoup de nutriments qui sont en cours d'étude. C'est plus difficile parce qu'on a moins de données sur l'anxiété que sur la dépression. Mais déjà, si on passe à une alimentation méditerranéenne avec peu de produits ultra transformés, qu'on prend soin de son microbiote, il y a aussi les probiotiques qui sont de plus en plus étudiés dans l'anxiété, qui sont très prometteurs. Donc ça permet vraiment, en prenant soin de son intestin, de prendre soin de son cerveau.
Quels sont les nutriments efficaces contre les troubles bipolaires? Alors, troubles bipolaires, c'est ce qu'on appelait avant des troubles maniaco-dépressifs. C'est ça. Donc en fait, c'est une forme de trouble de l'humeur où on a des alternances à la fois de phase maniaque, de phase dépressive. Alors, il n'y a rien qu'à montrer une efficacité sur la phase maniaque. Donc là, il n'y a que les régulateurs d'humeur, comme le lithium, par exemple. Par contre, sur la phase dépressive, les oméga 3 ont montré une efficacité à forte dose. C'est l'EPA à plus d'1 gramme par jour. Et il y a des études qui suggèrent que la N-acétylcystéine et la coenzyme Q10... La N-acétylcystéine, la NAC en abrégé, c'est un acide aminé, donc un nom un peu complexe aussi, mais qui est un précurseur d'un antioxydant puissant dans le cerveau et qui a montré des effets dans la dépression bipolaire également. Alors, vous vous intéressez dans votre livre aux troubles borderline. C'est des sujets qui ne sont pas du tout abordés, hein, les troubles borderline. C'est encore très rare. Alors qu'en fait, ça concerne énormément de personnes, puisque si je parle de troubles de régulation des émotions, là je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont peut-être se sentir concernées. Il faut peut-être définir ce que ce sont les troubles borderline. Donc un trouble borderline, c'est un trouble de régulation des émotions. En fait, c'est qu'on a trop de réactivité émotionnelle à ce qui se passe dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va soit idéaliser une personne, soit la mettre plus bas que terre, et être tout le temps dans l'impulsivité, l'hyper-réponse, en fait la labilité de l'humeur avec des fluctuations d'humeur très fortes. Et les oméga 3 ont montré aussi une efficacité. Donc en fait, on voit dans la dépression, dans le trouble bipolaire, dans le trouble borderline, que les oméga 3 aident à réguler l'humeur. Oui, c'est la panacée, l'oméga 3. À noter que dans les troubles borderline, beaucoup de gens ne sont pas diagnostiqués. Hein. Exactement. Sont en errance thérapeutique. Exactement. Voilà, alors qu'en fait, ça représente 40% des consultations en santé mentale. C'est un trouble effectivement mal diagnostiqué et assez mal pris en charge. Donc, les oméga 3, puis quoi d'autre? Quoi d'autre pour les troubles borderline? Pour l'instant, c'est surtout les oméga 3 qui ont montré une efficacité, parce que comme on vient de le dire, en fait, c'est assez peu étudié et assez peu diagnostiqué. Donc c'est un trouble où il y a encore tout à faire dans le champ de la psychonutrition. Ma conviction, c'est qu'il est très probable que les probiotiques aussi montreront un intérêt, parce qu'il n'y a pas de raison, vu qu'on parle de troubles de régulation des émotions, il n'y a pas de raison que les probiotiques n'aient pas un rôle à jouer là-dedans. C'est toujours à l'étude alors? Enfin, c'est pas encore étudié en fait, à ma connaissance, et il faut que ça le soit. Donc c'est pas encore étudié. Donc. Enfin, c'est novateur. J'ai pas lu d'études en fait autres que les oméga 3 dans le trouble borderline. Vous parliez de la schizophrénie tout à l'heure et des nouveaux nutriments efficaces, alors dont le benzoate de sodium. Alors c'est pas du tout un. C'est pas un nutriment, c'est un conservateur. C'est pas un nutriment, ouais. Donc en fait, c'est pour dire en fait que les choses sont plus compliquées, parce que quand on parle des additifs, on pense qu'ils sont tous mauvais, et en fait, on a trouvé quelque chose d'absolument incroyable avec mon équipe. En fait, quand on a publié ces résultats, c'est que alors il y a les probiotiques, la théanine qui ont montré une efficacité, la vitamine D aussi. Donc il y a déjà des nutriments dont on a parlé qui ont montré une efficacité. Mais le plus efficace de tous, y compris sur les délires et les hallucinations, qui sont les symptômes les plus compliqués quand ça ne répond pas aux antipsychotiques à faire disparaître, c'est le benzoate de sodium, c'est-à-dire en fait un conservateur qu'on utilise dans l'alimentation à des doses de 1 à 2 grammes par jour. Donc, mais comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'utiliser ? Ah non, c'est pas nous. Nous, on a fait que la synthèse des études. Alors effectivement, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a pensé un jour à l'utiliser? Ça, c'est une excellente question. C'est qu'est-ce qui est passé par la tête des chercheurs à un moment donné pour aller regarder. Alors souvent, ça part d'observations cliniques, c'est-à-dire en fait, on voit des personnes qui s'améliorent et on essaye de comprendre pourquoi. Le benzoate de sodium, il est utilisé aussi dans certains aliments très précis, dans certains pays comme ce qu'on appelle le beef jerky. En fait, c'est du bœuf séché, par exemple. Et donc il y a eu des observations de gens qui s'amélioraient, tout ça, et donc ça part de là en fait d'observation, puis on essaie de comprendre quel est le principe actif, et donc c'est sûrement comme ça en fait qu'on en est arrivé là. Mais en tout cas, le fait est que l'efficacité la plus forte, c'est pour ce conservateur. Et donc mon hypothèse, c'est que ça passe par le microbiote intestinal. Vous vous intéressez aux compléments alimentaires pour la santé mentale des femmes, avec certains syndromes comme le SOPK par exemple. Le syndrome des ovaires polykystiques, en fait, c'est un syndrome extrêmement fréquent, très handicapant, qui manifeste à la fois des problèmes d'inflammation et des problèmes hormonaux qui sont très fréquents, en fait, et qui altèrent la santé mentale. Donc, on comprend de plus en plus les liens, et en fait, on retrouve les mêmes nutriments efficaces dans la dépression qui sont efficaces sur la santé mentale des femmes qui ont des SOPK. Donc, toujours les oméga 3, la vitamine D, par exemple, en priorité, le zinc aussi. Le syndrome prémenstruel.
Oui, le syndrome prémenstruel, en fait, donc c'est une forme de trouble de santé mentale dans la semaine ou les 2 semaines qui précèdent les règles. Et les oméga 3, la vitamine D et le zinc ont montré dans des essais contrôlés randomisés, plusieurs pour chaque nutriment, une efficacité dans le syndrome prémenstruel. Il y a également la vitamine B6 et la vitamine B1 qui ont montré une efficacité. On ne doit pas faire n'importe quoi, hein, parce que même si ce sont des compléments alimentaires, il faut comprendre aussi les interactions. Donc ça, vous insistez beaucoup là-dessus. Comment savoir ce qui va ensemble et ce qui ne va pas ensemble ? Alors, et ce qui annule les effets de l'un ou de l'autre, y compris des traitements. C'est ça, en fait. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, en fait, Bien nourrir ton cerveau, pour synthétiser toutes ces données, parce que c'est complexe, y compris pour les professionnels. Donc, c'est un livre qui est vraiment à destination à la fois du grand public, mais aussi avec des encarts très spécifiques sur les études, les doses, les interactions, l'efficacité, pourquoi il y a ces interactions, pourquoi il faut les prendre en compte. Parce qu'effectivement, c'est extrêmement complexe et ça ne peut pas simplement être transmis en quelques minutes. Vous dites que les professionnels sont un petit peu des fainéants, qui ne lisent pas les études. Ah non, c'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas le temps. C'est pas des fainéants, en fait. C'est que moi, le premier, on n'a pas le temps de lire en dehors de son champ. Donc, on a besoin de personnes qui fassent le travail de synthèse. C'est pour ça que j'ai fait ce travail-là. Bien. Et ce travail, on le retrouve dans votre livre, Bien nourrir son cerveau contre le stress, l'anxiété, la dépression, le déclin cognitif. Chez Odile Jacob. Merci, docteur Guillaume Font, d'avoir été notre invité. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.